ta définition du MVP. Mais un MVP, c'est à la fois, c'est pas trop gros, c'est pas le produit avec toutes les fonctionnalités, mais c'est pas non plus un truc où tu peux rien faire et où il n'y a rien qui fonctionne dedans, quoi. Parfois, les gens, ils ont du mal, moi-même, j'ai pas une expérience immense là-dedans, mais pas de trouver la frontière, en fait, de dire, ouais, est-ce que mon produit il est prêt, est-ce que c'est un MVP ou est-ce que c'est juste une bêta, voire une alpha. Mais les deux vont ensemble, en fait. Le MVP, c'est la première étape. D'ailleurs, il en parle dans le bouquin, si je ne me trompe pas. Et ensuite, de cette base-là, tu fais grossir. Bienvenue dans les interviews Growth. Je m'appelle Jean-Bernard Sibony. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du growth. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Bonjour Sylvain. Salut. Tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Écoute, ça va super bien. Merci d'être présent. Pas de rien. Je te laisse te présenter et présenter un petit peu ton parcours et ton expérience alors. Ok. Donc, moi, c'est Sylvain. Donc, je suis dans le domaine du web depuis pas mal d'années maintenant, donc plus de 10 ans. Je commence à pouvoir être considéré comme un vieux du système. Et donc, j'ai démarré il y a très, très longtemps, avant Facebook, un peu par hasard. En fait, on avait un site, je ne sais pas si c'est assez vieux pour avoir connu ça, mais qui s'occupait de faire des photos en boîte de nuit et tout. Donc, on avait ça à échelle locale. Et tu as eu après, pour situer, des gros trucs comme Tiet ou Soon Night, quoi. Donc ça, c'était avant Facebook. Donc quand j'étais très jeune, on faisait un peu de site web et tout. Et c'est comme ça que j'ai découvert le SEO sans faire exprès. Ensuite, rapidement, j'ai bossé dans la vente de produits informatiques. Donc j'étais technico-commercial. Et au final, parler avec des clients toute la journée et tout, c'était pas c'était pas mon truc. En tout cas, pour parler pour vendre. Donc, du coup, je me suis réorienté vers des choses plus techniques. J'ai travaillé dans le e-commerce. J'étais responsable d'un e-commerce de PME qui faisait, à toute activité compris, qui dépassait le million de chiffre d'affaires annuel. Après cette expérience-là, donc, qui a été très enrichissante, je suis parti, donc, comme tu l'as dit, au Crédit Agricole Normandie, c'est-à-dire c'est Crédit Agricole, mais en région. C'est une organisation assez complexe. Et enfin, je suis arrivé chez Ciné pour un poste de gros acquis. Il y a une start-up deep tech autour de toutes les causes environnementales et maritimes. Ok, tu veux nous dire un petit peu ce que tu fais chez Ciné, un peu plus concrètement, avec des exemples peut-être? Ouais. Chez Ciné, je fais le plus ou moins avec pas mal d'années d'écart, donc des techniques et des méthodes qui ont changé. Mais ce que j'ai pu faire en e-commerce quand j'ai démarré l'activité, c'est-à-dire mettre en place tous les process, les outils, tout ce que tu veux. Donc être un peu couteau suisse pour générer du lead, classiquement, traquer les leads et optimiser donc la conversion et l'adoption du produit. Je veux dire, au final, tu as un petit peu vécu dans les métiers du web, tu t'aperçois que tu fais toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire avoir un produit, donc ça c'est moins ma partie, et une fois que tu as le produit, le distribuer auprès des bonnes audiences et analyser ce qui se passe pour toujours optimiser et améliorer. Ok, et chez Ciné, tu peux essayer de nous résumer le produit, ce qu'il est et la cible? Très, très bonne question. Donc, le produit, c'est une plateforme data, en fait, où les acteurs du maritime, ils peuvent connecter différentes activités. Donc, des activités environnementales comme le monitoring de certaines KPI, comme l'eau, l'air, l'acoustique sous-marine, et aussi des KPI beaucoup plus logistiques. Donc, les navires qui rentrent au port, le suivi des containers, ce genre de choses. Donc, ça, c'est la vision d'arrivée. Tout ça, en fait, pour fournir donc, principalement aux ports ou aux grands acteurs du maritime des outils qui leur permettent à la fois d'être plus green, plus durable et aussi plus efficace parce que c'est possible. Tu peux être plus écolo et plus rentable en même temps. Ce n'est pas l'un ou l'autre toujours. Donc, c'est le message qu'on essaye de faire véhiculer.
Et concrètement, chez Ciné, nous, là du produit, donc on génère via le SEO, le SEA, enfin le search, ce genre de choses, tout ce qui est outbound et tout ça, enfin je veux dire la stack, tout ce qu'il y a de plus classique, donc des leads pour leur faire découvrir le produit. Ok. Et la cible, c'est qui dans les boîtes de maritime? Tu cibles qui? Tu cherches qui? Alors là, on a plutôt une approche qui est, alors, forcément, on parle de start-up, hein, il y a beaucoup d'anglicisme et tout, mais qui est plutôt top-down, ça veut dire on va aller chercher le management, donc soit dans les ports, grands ou petits, enfin, que nous on a une segmentation des ports, mais au final, un port commercial, c'est tellement énorme qu'il y a pas vraiment, c'est des grosses organisations, quoi, il n'y a pas de petites entreprises. Donc voilà, ça va être dans les ports, donc typiquement les responsables environnement ou des personnes à ce qu'on appelle la capitainerie, donc pour tout ce qui est logistique. Ça peut être aussi les shipping companies, donc ceux qui affrètent des bateaux pour le transport de containers et ce genre de choses. Et aussi beaucoup ce qu'on va appeler des partenaires, donc les bureaux d'études, les consulting agencies qui elles-mêmes vendent déjà des prestations au port. Ok. Et après, il y a plein de plus petits acteurs et tout ça encore. C'est un Et grand quand tu milieu. arrives chez Ciné, tu t'y connais un petit peu dans le maritime ou absolument pas? Alors, pas du tout, de loin, tu vois. J'habite près de la mer, donc je sais à quoi ça ressemble. Mais au-delà de ça, non, non, j'étais loin, en fait. Moi, si tu veux, en étant passé par un très grand compte, une très grande boîte, donc une très grande banque, hein, j'avais besoin de quelque chose qui avait un peu plus de sens et pour l'objectif de l'entreprise. Alors moi, j'aime bien dire que pour générer des leads, il faut essayer de comprendre et de connaître les problèmes de ses prospects. Mhm. Comment Sylvain s'y est pris quand il a débarqué dans un univers où il connaissait ni le produit, ni l'univers, ni les prospects? Comment tu as fait pour créer du contenu ou capter l'attention de prospects que tu ne connaissais pas du tout? Alors, c'est une très bonne question. Alors déjà, j'ai eu de la chance d'arriver. Il y avait déjà une équipe en place, quoi, hein. Donc, au niveau marketing, au niveau sales et tout ça, et avec pas mal de documentation, de choses à lire, de magazines spécialisés, d'articles et tout ce que tu veux, une sorte de petit package. Et surtout, évidemment, je veux dire, avec la base de la base, c'est participer à des interviews clients, prospects pour simplement les écouter de parler de leurs problématiques. Combien de temps à peu près il t'a fallu pour t'immerger un petit peu dans l'univers maritime avant de rentrer dans le dur? Ça a été, pour passer en production, ça a été assez vite, mais pour répondre à la question, tu vois, aujourd'hui, ça va bientôt faire un an que j'y suis et j'ai encore touché qu'à la surface de ce domaine qui est extrêmement vaste, très technique et très profond, si on peut faire l'analogie. Mais donc, du coup, c'est work in progress, quoi. Mais après, l'avantage avec pas mal d'outils d'aujourd'hui et tout ça, dont on discutera peut-être, c'est que tu peux réussir à deviner les problématiques de tes clients, soit en regardant les produits déjà existants sur le marché, soit via pas mal d'outils SEO et qui te permettent de voir les questions que les gens se posent. Du genre Cora? Alors, par exemple, ouais, Quora, du Reddit un petit peu, ou tout simplement beaucoup plus basiquement et beaucoup plus simplement, une fois que tu as l'idée du produit que tu fais, dans quel univers tu bosses, les People Also Ask de Google, hein, tout simplement, qui te donnent beaucoup d'infos. Donc, une fois que tu sais catégoriser, les infos, elles vont être, bon, des fois, ça va être hyper générique. Et des fois, la question va être assez précise pour savoir que c'est une question qui a été posée par un professionnel. Ok, oui, super, super approche. J'aime bien aussi lire les avis Google des concurrents ou du marché. Ça permet aussi de connaître un petit peu les terminologies, le jargon un petit peu. C'est pas mal aussi. Alors ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je partage complètement ce que tu viens de dire. Alors nous, on est dans un domaine qui est très peu digitalisé, avec des industries qui sont là depuis très longtemps, donc les ports, hein, parfois des centaines d'années d'existence. Et en même temps, avec tout ce qui est l'accès à la data et toutes ces choses-là, il y a énormément de startups qui fleurissent dans ce domaine-là de nos jours, donc parce que nous, on opère à niveau international. Et du coup, donc, tu as une sorte de gap en fait où il y a des entreprises extrêmement modernes qui essayent d'aider les très vieux acteurs à se dynamiser. Et en même temps, tu as certaines bases que tu ne trouves pas encore. Donc, typiquement, des avis clients,
comme chaque startup développe un peu dans son coin des produits un petit peu secrets et tout ça, bah, tu en trouves très très peu. Je Au-delà comprends. des témoignages clients qui sont sur les plaquettes des concurrents, mais en général, un peu orientés comme eux. Effectivement, ok. Tu veux nous expliquer un petit peu rapidement ce que tu faisais chez Crédit Agricole? Alors, au Crédit Agricole, bah, je faisais la même chose, hein. Au final, c'est vraiment une sorte de message, mais globalement, moi, j'ai toujours fait plus ou moins la même chose. C'est-à-dire, je viens du SEO, même si ça ne se voit pas forcément sur mon profil, mais c'est ma compétence première. Ouais, ça se Et, voit, je te rassure, ça se voit, hein. et voilà, et à côté de ça, je suis un bon bidouilleur en SEA, en analytics et un petit peu en data, Python et ces conneries. Enfin bon, je veux dire, profil très classique aujourd'hui. Et donc, du coup, d'un métier à l'autre, où j'avais en général des postes assez génériques, puisque pour situer, moi, j'habite à Caen, et pour des raisons perso très basiques, hein, on veut rester dans le coin. Donc, quand je dois changer de boulot, je regarde sur, même si avec le Covid, ça a pas mal changé, vu que maintenant, où les recruteurs s'occupent plus trop de où tu habites quand ils te proposent un poste. Mais en tout cas, voilà, c'était. Et quand c'est tout petit écosystème, donc tu n'as pas 10 000 possibilités, quoi. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans un grand compte, donc une grande banque, où je faisais globalement le même métier, mais à la sauce d'un grand compte. C'est-à-dire que je faisais beaucoup plus de réunions que d'opérationnels. Tous les process étaient déjà, tu arrives dans un produit évidemment qui est ultra établi, sur lequel tu peux n'avoir que très très peu d'impact personnel et où tu participes au travail, c'est beaucoup de réunions et aussi d'évangélisation auprès des autres services. Et du coup, tu faisais de la génération de leads, du coup, tu faisais du B2C ou du B2B? Alors là, on faisait un tout petit peu de B2B, mais c'était pas le cœur de métier. Oui, c'était du B2C, du B2C global. Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est assez étrangement d'ailleurs, c'est une expérience perso, mais c'est qu'en fait, plus la boîte elle est grande, plus il faut que tu sois humble sur les projets que tu mènes. C'est-à-dire qu'en fait, dans une boîte très très grande, tu vas plutôt mener des projets très simples et très basiques. Justement, c'est marrant parce que tu parlais de la gestion des avis, enfin, de lire les avis et tout ça. Et à la limite, le plus gros truc auquel j'ai participé de manière concrète, ça a été de mettre en place Partout, qui est, je ne sais pas si tu connais, mais qui est un SaaS qui permet de centraliser tous les annuaires, les avis et ce genre de choses. Et au service des 180 agences qu'on avait au Crédit Agricole. Donc, quelque chose qui est somme toute assez basique et pourtant, ça n'a pas été de tourpeau. Ouais, je me dis que mettre en place un chantier comme ça au Crédit Agricole, il faut en parler à beaucoup de personnes, à mon avis, avant que ça se fasse. Exactement, exactement. Et en fait, sur ce sujet-là, pour l'anecdote, j'ai un peu bypassé des gens, j'ai été très très vite. Du Ok. coup, après, ça a été, mais du coup, moi j'étais hyper fier d'avoir été super. J'ai dû installer en 2 jours parce que l'outil était super bien et puis voilà, on avait les fichiers qu'il fallait et tout ça. Et du coup, après, j'ai eu des petits ennuis, des ennuis gentils, mais où en fait, comme ça a été trop vite, ils n'étaient pas habitués. Et j'ai eu un peu la police du Crédit Agricole sur le dos, quoi. Même si après, l'outil a été adopté à niveau groupe et tout, quoi. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut être très humble, en fait, ou faire une conférence sur ton empreinte sur les réseaux sociaux auprès de tous les autres collaborateurs. Au final, c'est un projet majeur, quoi, beaucoup plus que mettre en place des actions, de scraper des leads ou de trouver des leads, parce qu'au final, tu arrives dans une entreprise où le nombre de clients déjà existants est tellement énorme. Enfin, je crois que c'est de mémoire, hein, parce que ça fait un petit moment maintenant, mais en Normandie, ils avaient plus de 50% de part de marché, il me semble. Donc, du coup, tu peux faire ce que tu veux, même si tu as des gros moyens ou quoi, tu restes quand même une petite goutte d'eau dans l'océan. Ça t'apprend aussi quand même, parce qu'on faisait un peu d'AdWords et tout ça, c'est que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la marque, le brand, ça domine tout en fait. Puisque quand on faisait des campagnes, donc sur par exemple du crédit à la conso, en tant que grands acteurs bancaires, on est soumis à des mentions légales, des conditions pour faire des pubs avec des tailles de police de caractère différentes et tout, qui sont très très carrées. Parfois, les jeunes acteurs qui arrivent sur le marché, ils ne font pas, et parce qu'ils sont moins regardés que de très gros acteurs. Donc, si tu veux, des fois, je faisais des campagnes de crédit conso
message quasiment de la pub sur Facebook, sur AdWords, sur ce que tu veux, c'était presque de dire aux gens, ne faites pas de crédit conso, tu vois, un peu comme fumez-tu sur les paquets de cigarettes. Et malgré tout ça, et les campagnes, pardon, elles étaient hyper rentables, en fait, parce que la marque du Crédit Agricole, elle était tellement connue que ça bypassait le message. Ok, et je vais faire la transition sur le fait que tu me disais que tu as bypassé quelques portes pour faire intégrer Spartoo auprès de Crédit Agricole. Ma transition, je vais la faire sur ton état d'esprit, du coup, gros hacker. Et puis, tu te définis comme, j'ai lu sur ton blog, je crois, Black Hat Mindset. Est-ce que tu es capable de nous dire ce que tu entends par Black Hat Mindset? En SEO, le Black Hat, c'est tout simplement, c'est hyper vaste, c'est de faire énormément, c'est de faire les choses en fait que Google te dit de ne pas faire, tout simplement. Donc, Google te dit de ne pas faire de liens, tu fais des liens. De la triche, quoi. Ouais, après, ouais, c'est de la triche aux yeux de Google, quoi. Donc, Bien sûr. Ah, Google, moi, j'ai pas de problème éthique avec ça. donc, j'en ai aucun. Et justement, j'ai toujours eu cette double casquette, en fait, où à titre perso, comme pas mal de monde, hein, je fais un peu d'édition de sites et j'ai pas mal de petits sites à moi et tout. Alors, comme tu dis, j'ai mon site perso qui n'a pas été remis à jour depuis hyper longtemps, mais qui me servait sur pas mal de tests. D'ailleurs, j'en avais fait un sur Gros Hacking et ça a été un gros échec. Et, mais voilà, le Black Hat Mindset, c'est de tester, pas écouter Google. Et si tu dois faire du crado, des choses qui paraissent un peu pourries, il ne faut pas hésiter à le faire. Genre, dans la sphère SEO, il y a eu un moment, il y a eu une mode en France, hein, sphère SEO en France, autour du spam dexing, c'est-à-dire de produire des sites automatisés, mais où tu génères énormément de pages à la volée et après, des dizaines de milliers, vingtaines de milliers, voire centaines de milliers de pages, et après de voir le trafic décoller. Ouais, j'ai Donc, connu cette époque, on s'était retrouvé premier sur chaussettes. ah ouais. Et à l'époque, je crois qu'on aspirait Wikipédia et on générait des pages comme ça. En fait, on les traduisait dans d'autres langues. Récupérait Ouais. des produits chaussettes en anglais, on les traduisait en français, on balançait du texte comme ça à la volée, on créait des milliers de pages. Et Google, à l'époque, adorait, dès qu'il venait indexer plein de pages, il adorait ça, mais ça date, ça a plus de 10 ans, ça. Ouais, bah c'est revenu à la mode il y a pas si longtemps. Ça a été porté par un jeune qui s'appelle Romain Pirotte et qui avait, Ouais, je vois très bien qui c'est, ouais. voilà, qui est très bien aussi. Il travaille avec SEO, mais qui a un vrai esprit de gros hacker. Et donc, du coup, et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que souvent, c'est des trucs, t'entends SEO, on va te dire, ouais, il y a 10 ans, ça marchait, puis aujourd'hui, ça marche plus. Mais en vrai, quand tu creuses un peu, tu t'aperçois que plus personne teste. Ou alors, il y a 10 ans, il fallait faire 1000 pages et ton site il décollait. Et puis aujourd'hui, c'est plus 1000, c'est 15 000. Et là, quand je te dis aujourd'hui, je te parle d'il y a 2 ans. Moi, j'en ai fait un petit peu. Je crois qu'aujourd'hui, la barre est encore plus haute si tant est que ça marche encore. Mais faire ces tests-là et d'être autant SEO, on va dire, porté sur le volet technique, mais aussi éditeur de site et essayer de générer de l'argent avec son propre site, bah, ça te permet aussi de bien connaître la ligne jaune et à quel moment tu as franchi, et à quel moment tu peux aller bourriner. Parce qu'en vrai, voilà, dans SEO, tu vois tout. Alors, principalement, tu vois des sites carrés qui font des choses bien, comme tout le monde demande. Mais dans la pratique, tu trouves toujours des sites. Je me rappelle quand j'étais dans le e-commerce, donc les escaliers, il y avait un concurrent qui se positionnait, il avait des titles, et des 300 ou 400 mots, quoi. Et il avait du texte blanc sur blanc, enfin, tu vois, le truc des années 2002, et ça fonctionnait. Donc voilà. Alors après, pas à reproduire tout le temps, mais il faut toujours garder l'esprit ouvert et tester soi-même. Et du coup, tu parlais de Romain Pirotte, et je sais qu'à un moment donné, il parlait beaucoup de domaines expirés. Tu as testé? Ah oui, oui, beaucoup, j'en ai pas mal. Et c'est pareil, ça c'est quelque chose qui est toujours intéressant à tester parce que les domaines expirés et ce qui peut parfois aller avec, donc tout ce qui est redirection 301 et ce genre de stratégie, tu as un état de l'art en fait qui ne va pas être gravé dans le noir. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, à l'heure qu'on parle, c'est mieux de remonter à un EMD, donc c'est un exact match domaine où tu as le mot-clé dans le domaine, et moins bien de monter un expiré. Et puis peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ça va redevenir l'inverse en fait. Rechoper un expiré, ça va redevenir mieux, ça change tout le temps. Donc, du coup, il
faut tout le temps tester des expirés par-ci par-là pour voir ok, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc, ça fait un petit moment que j'en ai pas refait. À ma connaissance, c'est quand même un peu moins puissant qu'avant. Et surtout, c'est un sujet qui est devenu assez mainstream. Donc, comment tu achètes un domaine expiré aujourd'hui? Tu vas sur les plateformes et c'est des enchères. Et comme c'est devenu assez connu, tu as plus d'enchérisseurs. Et donc, du coup, les enchères montent plus haut et ça commence à coûter très cher. Il y a eu une époque où tu rachetais des bons expirés, il y a longtemps, mais à moins de 100 euros, quoi. Donc, c'était tout bénéf. Alors qu'aujourd'hui, il peut y avoir des enchères qui s'envolent régulièrement à plus de 10 000 balles. J'ai lu aussi dans ton blog ou dans ta bio, je ne sais plus, le framework art, tu en parles comme un framework dépassé pour certains. Quel est ton avis à toi sur le framework art du coup? Alors, ouais, c'est intéressant parce que pour situer, quand j'ai changé de boulot chez Ciné, alors Ciné, c'est une boîte qui est très ambitieuse, qui veut devenir worldwide et tout sur un très gros marché. Et moi, je suis arrivé, j'ai pris un poste de gros hacking. Alors, tu vois, j'ai écouté tous les podcasts. En France, c'est Grossmaker, je pense qu'il doit être un des plus vieux sur le sujet. Enfin, j'ai lu tous les bouquins, Lean, j'avais une vraie culture startup, mais moi, je n'avais jamais bossé en startup. Donc, j'ai discuté avec du monde et tout, et me suis pris en fait la formation Reforge. Je pense que tu as déjà dû en entendre parler. Donc, il y a une formation américaine qui t'apprend un peu une autre vision du rose. Parce qu'en fait, c'est le truc, quand tu es un peu vieux, quand tu es un peu de mon âge, en fait, et avec les autres SEO, quand tu arrives et que tu dis tu vas faire du gros hacking, bon, on se moque un peu de toi, en fait. C'est une régression parce que pour beaucoup de gens, le gros hacking, c'est spammer LinkedIn ou les emails et puis faire des posts sur LinkedIn en sautant 28 lignes et en demandant de mettre un commentaire pour recevoir un document. Je caricature un peu, mais pour la plupart des gens, c'est ça. Donc, je me suis renseigné principalement sur le Slack Grosse France, auprès de gens plus jeunes avec qui je discutais depuis un moment et que je savais très bons dans leur domaine. Je pense notamment à Quentin Duranté, à Robin, je ne sais pas si je vais bien dire son nom, Herzog et tout, et qui étaient pas mal, qui sont bons et qui sont très techniques aussi. Et au final, il y a eu une sorte de consensus. Plusieurs personnes m'ont conseillé la formation Reforge que j'ai fait. En fait, donc si tu connais, c'est le mec d'UpSpot, Brian Balfour, qui a lancé ça. Et il démarre en fait la formation sur le gros en disant voilà, le framework art, c'était bien il y a 10 ans, mais en fait, c'est nul et je vais vous présenter un truc qui est mieux. C'est du marketing très à l'américaine, parce qu'au final, bon, il rebrande pas mal de concepts qui existent déjà, mais oui. Moi, je ne te cache pas que j'aime beaucoup le framework art et je continue d'utiliser. Alors, je suis peut-être pas au goût du jour. Du coup, ça m'intéresserait vraiment que tu me parles un tout petit peu de ce que tu as appris chez Reforge et en 2 mots, c'est quoi leur méthode? Tu vois, c'est vraiment du marketing parce que en fait, ce qui est, c'est que le framework art, donc quand tu prends chaque lettre les 5 disciplines, ça va créer des silos en entreprise. Pour eux, c'est ça le problème, c'est que c'est pas une mauvaise méthode, mais ça va faire que les gens ils vont travailler en fait dans leur coin, il va y avoir un peu moins de synergie. Et eux, où ils sont, déjà un truc que moi j'ai compris assez vite en regardant parce qu'ils présentent beaucoup de use cases et tout ça, c'est qu'en fait une startup américaine, la plupart du temps, en fait, c'est déjà, par rapport à chez nous, c'est déjà une très grosse boîte. C'est déjà une belle PME, quoi. Donc déjà, ils sont plus nombreux, il y a des vrais services et tout ça. Et surtout, en fait, le concept qu'ils mettent à la place, c'est que tu peux ramener au framework art. De toute façon, c'est les grosses soupes, en fait. Donc, c'est d'avoir des boucles, soit dans ton produit, soit dans tes services, soit dans ta stratégie d'acquisition, qui vivent d'elles-mêmes. Si tu prends un cas hyper classique, et tu peux avoir une grosse loupe autour du contenu. Ça veut dire, plus tu fais de contenu, plus tu as de trafic, plus tu as de trafic, plus tu as de leads, plus tu as de leads, plus tu as de clients, plus tu as de clients, plus tu as investi dans le contenu, etc., etc. Mais donc ça, c'est hyper basique. Est-ce que tu peux l'adapter aussi à d'autres choses? En fait, tu peux avoir ce qu'ils appellent une sales loop. Ça veut dire, plus tu as de leads, plus tu as de gens à démarcher. Donc, tes commerciaux, ils closent les leads. Et plus tu closes de leads, plus tu as de clients et plus tu embauches de commerciaux, etc., etc. Et donc, après, tu fais la même chose en interne de ton produit et tout ça. Donc, du coup, ça te donne une approche beaucoup plus macro, en fait, beaucoup moins segmentée que le art, en fait, que j'utilise aussi et qu'on utilise en entreprise. Mais ça te permet en fait d'organiser tes équipes de manière un peu différente et de les faire travailler beaucoup plus ensemble. En gros, ça aide à emmener le sujet grosse dans des équipes qui ne sont pas toujours par définition
qui sont pas toujours au courant de ce que ça signifie du terme, donc aux sales, aux product pur et dur, dans ce genre de choses. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que c'est Un assez petit clair? peu, ouais, je te cache pas que c'est un peu fou pour moi, mais je vais aller me renseigner parce que ça m'intéresse. Moi, c'est vrai que le framework R, ouais, j'utilise vraiment, j'adore ça. Ça m'aide beaucoup. Et puis, du coup, ben, ça m'intéresse de voir la nouvelle vision. Surtout que moi, j'adore ce que font HubSpot. Pour moi, c'est eux qui ont inventé l'inbound et toute cette Mmh. nouvelle manière d'aller chercher du lead en créant du contenu. Pour moi, c'est un peu eux qui l'ont inventé. Et ce qui est super intéressant, et c'est forcément, comme c'est le mec qui était chez HubSpot qui a lancé la formation, tu as souvent le use case d'HubSpot, mais tu vois, en fait, quand tu as l'histoire, alors les Américains, ils sont très forts pour deux choses. Déjà, ils aiment bien marketer en mode le roi est mort, vive le roi. Donc, typiquement, AR, c'est nul, et puis on va vous présenter quelque chose qui est 100 fois mieux. Alors que dans les grandes lignes, c'est quand même la même chose. C'est-à-dire, tu fais de l'acquisition, tu fais de la rétention. Même si eux, tu vois, ils vont mettre un focus beaucoup plus gros sur la rétention, qui pour eux est vraiment Ah, la ça me core. parle. Ça me Ouais. parle beaucoup, effectivement. Pour moi, je dis que la rétention, c'était le point le plus sous-coté du marketing jusqu'à aujourd'hui. On Mais s'est tous complètement. jetés dans l'acquisition. Et aujourd'hui, je me dis que l'acquisition est devenue plus difficile qu'avant. Et en fait, on a pris des mauvaises habitudes en allant chercher très facilement du lead pas cher, parce qu'avant, il suffisait de mettre un visuel sur Facebook et de jeter 100 balles et tu avais du lead, ce qui n'existe plus. Donc Mm. aujourd'hui, la rétention devient vraiment obligatoire. C'est tout à fait. Et en plus, tu peux le démontrer assez facilement avec des formules assez simples dans Excel ou enfin dans Excel ou dans n'importe quel autre truc, hein, mais où tu vois au fil du temps, en fait, quand tu regardes à plus un mois, plus 2 mois, plus 3 mois, plus 4 mois, et tu fais varier ta rétention, ne serait-ce que de 1 ou 2%, et tu t'aperçois, c'est exponentiel en fait. C'est un peu comme les intérêts composés en finance, quoi. Mais du coup, quand tu augmentes un tout petit peu ta rétention, ton revenu long terme, il augmente énormément parce qu'en fait, à chaque nouvelle cohorte qui rentre dans ton produit, donc par exemple tous les clients du mois de janvier, tous les clients du mois de février, comme tu en gardes sur chaque mois qui est plus de gens que ce que tu aurais fait si tu n'avais pas amélioré ta rétention, à la fin, ça te fait une masse de clients qui sont restés alors qu'ils auraient pu partir. C'est énorme. Donc eux, ils en font vraiment le gros truc. Et surtout, ils ont une approche qui est vraiment, qu'ils ont essayé en tout cas, de rendre très, très scientifique, donc très piloté par les statistiques, les vrais tests, de manière agnostique, c'est-à-dire tu as des idées, après tu les testes de manière totalement transparente et ça marche pas. Et tu essayes aussi voilà, ils sont très pragmatiques. Là, typiquement, HubSpot, il t'explique que HubSpot, en fait, le souci qu'ils avaient, c'est ton CRM, ton outil de marketing automation, va le changer une fois par an. Donc, une fois par an, si tu ne fais pas la stratégie de contenu qu'ils ont fait aujourd'hui, alors analyse rétrospective, c'est toujours un peu facile, mais si tu ne fais pas la stratégie de contenu, et ben une fois par an, c'est-à-dire le mec, il prend son ordi, tape dans Google, il regarde les 4 ou 5 meilleurs logiciels et il en choisit un. Donc HubSpot, ils ont réfléchi à comment en fait être présent dans l'esprit des gens beaucoup plus régulièrement qu'une fois par an. Et c'est de là qu'est découlé qui se sont dit, les gens, il ne faut plus qu'on leur vende un CRM, qu'on leur apprendre à être un meilleur marketeur et à faire mieux leur métier. D'où toute la stratégie de contenu qu'ils ont fait. Et être un meilleur marketeur, quand tu es dans le métier, c'est une question que normalement tu te poses tous les jours ou presque. Donc, du coup, ils ont produit des articles qui n'avaient pas forcément à voir avec leurs produits de manière directe, mais avec le métier global. Et au bout d'un an, quand tu te dis, tiens, il faut que je refasse mes outils, le passage en revue et tout ça, et c'est évident que comme tu as été lire le blog d'HubSpot pendant un an, c'est eux que tu vas aller voir en premier. Ok, c'est un beau résumé de la rétention, du coup. Tu as dit que tu as fait des tests sur le growth hacking. J'ai vu que tu avais ton blog qui était un petit peu à l'abandon et tu as fait un post récemment où tu parlais de 3 livres que tu avais lus. C'est ça ton test? Alors non, c'est pas celui-là, c'est la page grosse hacking dans service ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est une page que j'ai traduite, enfin traduite plus ou moins. En fait, j'ai pris quelques sites bien placés en anglais ou en espagnol, enfin, dans d'autres langues sur le gros hacking et j'ai chopé des paragraphes à droite à gauche, j'ai mixé tout ça et j'en ai fait une page en fait pour essayer de viser le terme gros hacking. En fait, et ça, ce qui marchait bien, d'ailleurs, tu le disais toi-même aussi, ce qui marchait bien il y a quelques années, pareil parce que pas tout le monde, pas trop de monde encore ne savait le faire. Aujourd'hui, sur un thème aussi générique, le gros hacking, qui est extrêmement recherché,
marche plus du tout, puisque quand tu fais une analyse, alors moi j'utilise Kill Duplicate pour avoir le contenu dupliqué sur un de mes contenus. Et tu t'aperçois qu'en fait, l'idée que j'ai eue, d'aller copier le contenu de sites bien positionnés ailleurs, en fait, je suis loin d'être le seul à l'avoir eu. Et une fois, je crois, c'est Vladimir Delcro de Coding Game qui était venu me voir sur le Slack en me disant il devait être dans des tests aussi autour de ce sujet-là. Il avait vu ma page qui était à mort dupliquée, quoi. Donc non, ce test-là, alors que ça marchait avant. Et l'article sur les livres, là, pour le coup, c'est un vrai truc, puisque en même temps, j'ai lu quelques bouquins et tout, et je me suis dit que ça pourrait intéresser, comme il y a beaucoup de littérature sur le sujet, que tous les livres ne se valent pas. Et puis, il y a un petit lien d'affiliation Amazon, évidemment. Comme ça paye l'hébergement du site. Et du coup, tu n'as pas ranké alors? Pas sur Gros Hacking, non, mais c'est même pas. Tu sais, des fois, tu ne ranques pas parce que tu es 40, enfin, tu vois, tu es 40e ou quoi, ça ne te rapporte rien, parce que 40e ou pas ranké, c'est exactement la même chose, mais tu es quand même positionné. C'est que là, la page, elle n'a jamais été positionnée. Elle a mis des mois à s'indexer. Enfin, c'est un échec. Un jour, je la referai, mais ce n'est pas le sujet du moment. Mais voilà, c'était vraiment en mode test et en disant tu fais une page et sûrement elle va se planter. Alors, elle n'est pas très agréable à lire de mémoire. On sent qu'on n'est pas sur HubSpot, quoi. Non, c'est vrai, on peut le dire comme ça. Je ne suis pas un grand écrivain non plus, ça, j'assume complètement. Non, mais le contenu en lui-même, je l'ai lu, moi. Il est pas mal, hein. Après, ouais, ça sent que c'est fait pour se positionner parce que c'est du contenu, on va dire, c'est standard, quoi. Ouais, On sent bien qu'il n'y a pas la touche Sylvain, quoi. Ouais, sans doute, sans doute. J'ai vu un post, genre cette semaine ou la semaine dernière sur LinkedIn, je ne sais plus de qui parlait d'une technique. J'aimerais bien avoir ton avis. En gros, il disait, tu prends un article du premier sur ta niche, tu fais un article similaire plus long et en gros, il contacte tous les backlinks pour leur dire, voilà, cet article, il est mieux. Et il récupère petit à petit des backlinks comme ça, manuellement. Et apparemment, ça marche pas mal aux États-Unis. Tu as déjà entendu parler de cette technique? Ouais, je vois, en fait, tu as plein de techniques. Ça, c'est un dérivé. Tu as plein de choses parce qu'en fait, effectivement, tu peux regarder les backlinks et essayer de choper les backlinks. Moi, un truc que j'ai déjà fait, c'est tout simplement d'avoir un concurrent qui a un backlink sur un site et moi, j'appelle le webmaster, qui est parfois tout à fait naturel. Et ça m'est arrivé d'appeler les webmasters pour leur dire, bon, ben voilà, vous avez fait un article. Combien ça me coûte pour ni vu ni connu, tu mets mon lien à la place du lien du concurrent. Ça peut se faire, ça dépend dans les niches ou ça dépend des niches plus agressives, comme à une époque où je faisais de la serrurerie. Et donc, tu peux faire des trucs un peu comme ça. Donc là, beaucoup plus filou. Mais ouais, effectivement, ça fonctionne, mais c'est hyper intéressant. Il faudrait que je te retrouve. Tu as Tim Soulo, c'est le mec d'Ahref, qui a fait un tweet ou un LinkedIn hyper récent, justement en spotant ce genre de technique, en disant les mecs, il faut arrêter, on se fait harceler par ce genre de mail. Et en 2021, ça ne marche plus du tout, quoi. En fait, c'est toujours pareil, c'est la technique en elle-même, c'est pas grand-chose. C'est la manière dont tu réalises. C'est-à-dire que si tu fais un super article avec un super contenu qui apporte vraiment plus, et qu'après tu fais un emailing qui est bien ciblé, qui parle vraiment à la personne et tout ça, bah oui, tu vas avoir du résultat. Par contre, si tu utilises des outils, certains en fait, qui te réécrivent en automatique les tournures de phrases et tout ça, et que tu envoies un email à la planète entière sans aucune perso et tout, ça ne marche plus. Donc, au final, tu vois, c'est pas tant la technique, pour le coup, parce que ça, effectivement, ça fonctionne. Il y a plein de moyens de gratter des backlinks, mais c'est la manière dont tu le réalises. En fait. Ce qui est exactement la même chose si tu veux rentrer en contact avec quelqu'un sur LinkedIn pour lui faire, je ne sais pas, une démo de ton produit ou qui remplace un formulaire. C'est exactement le même principe. Ok, tu as parlé des 3 livres que tu as lus récemment. Tu n'en as pas dit que du bien. Ouais. Tu veux m'en parler très rapidement sur les 3 livres, parce que tu en as ton avis du coup? Ouais, il y a pas de souci. Alors, j'en ai lu 3. Donc, le premier, alors c'est hyper classique, c'est le livre J'ai démarré en français avec Gros Hacking. Donc, c'est un livre, alors, je ne pense pas avoir été négatif, mais c'est très débutant, très junior en fait. Pour le coup, tu prends, tu tapes Gros Hacking dans Google, tu prends les premiers résultats. Et je pense que globalement, tu trouves du contenu genre Wikipédia qui est très descriptif, qui n'invente pas la roue. Du coup, la promesse, 8 semaines pour doubler le nombre de vos prospects, elle est tenue ou pas? En fait,
c'est toujours tendancieux ce genre de promesse parce que je pense que si, en fait, c'est pas pareil si tu démarres, tu vois, je te dis, c'est orienté junior. Donc, un junior, on peut imaginer, il démarre, il a 10 leads par mois ou un truc comme ça. Donc là, c'est pas hyper dur de tenir la promesse. Par contre, si tu arrives sur quelque chose qui est plus mature ou quoi, où tu as déjà un gros volume de leads ou en tout cas des parts de marché, la promesse, elle va être beaucoup plus dure à tenir. Après, il y a eu, alors ça a été vraiment un super livre que j'ai lu, donc en l'occurrence le meilleur, donc le livre de Westbush, je crois, qui m'a été recommandé par Quentin. Et, c'est Product-Led Growth, c'est ça? Ouais, c'est ça, celui-là, qui est justement un peu ce mouvement, entre guillemets, américain, qui consiste à avoir le growth un peu différemment, donc beaucoup plus en matière de product management en fait que de tactique, et qui, perso, me correspond beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment j'ai trouvé que c'était un très, très bon livre, très pratique, très actionnable, avec justement de ramener l'utilisateur au centre. C'est-à-dire que si la base pour faire de la croissance, d'avoir un produit qui répond vraiment aux besoins des utilisateurs et que tu améliores, ça paraît enfoncer les portes ouvertes de le dire, mais on sait tous aujourd'hui que ce n'est pas toujours fait. Donc, qu'améliore le quotidien des utilisateurs et de lui-même, enfin de lui-même, ça c'est hyper vaste, et le produit va grossir, quoi. Et j'avais lu aussi un livre de 1 minute 30, alors j'ai oublié, il a un nom imprononçable, le boss là-dedans, mais qui est sympa, qui est très court, et donc tout qui est autour du SaaS, et qui est un rappel des BABA, de tout ce que tu fais dans un SaaS pour générer de la croissance. Ça, c'est un livre, tu vois, je l'ai ramené au boulot et on a une bibliothèque, je l'ai mis dedans. Je pense que c'est surtout bien pour les gens externes au métier d'apprendre des choses. Mais très concrètement, dans ces 3 livres que j'ai lus, il n'y a que dans Product-Led Growth que j'ai appris vraiment des nouvelles choses. Alors, tu vois, je voudrais échanger avec toi sur cette vision produit. J'entends de plus en plus parler de ça, donc le growth orienté produit. Et en fait, ça fait maintenant des années qu'on nous dit surtout, fais pas un super produit, fais un MVP, démarre avec les fonctionnalités minimales. Et maintenant, on nous dit, ouais, il faut faire un super produit. C'est quoi ta vision sur ça? C'est un point sur lequel je me documente beaucoup actuellement. Moi, je pense, en fait, au fil des années, alors le concept de MVP et tout, ça doit venir de Lean Startup, un truc comme ça, qui est un livre je suis sûr, qui a plus de 10 ans maintenant. Et au fil des années, cette notion de MVP, je pense qu'elle s'est un petit peu dégradée. Parfois, aujourd'hui, tu as des gens qui sortent un produit, au final, qui appellent ça un MVP, mais ce n'est pas forcément le MVP que tu voyais il y a quelques années. C'est-à-dire, soit tu n'as pas de fonctionnalité, soit la fonctionnalité principale est bug. Ce n'est pas les meilleurs, évidemment, ils ne font pas ça, mais tu vois quand même pas mal de produits sortir comme ça. Et au final, ce que tu dis, en fait, les deux approches, elles vont ensemble. C'est que tu démarres avec un MVP, sauf que ton MVP, tu l'as fait, la genèse, ça s'est fait via de la discovery, via des interviews clients, des clients, prospects, évidemment, si tu n'as pas encore de clients. Et donc, du coup, tu as eu un premier produit minimum viable, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lisent dans le MVP cette notion de viable, c'est-à-dire qui sert vraiment à l'utilisateur. Et derrière, ce produit-là, cette base-là, c'est là que tu démarres le Product-Led Growth pour le faire grossir. J'ai lu récemment, il y a un mec, je ne sais pas si ça va te parler, mais je crois que son Twitter, c'est Levelcio ou un truc comme ça. Et c'est un gars qui est très connu dans le milieu indie hacker et startup bootstrap. Et il se trouve, il a un e-book et tout ça. Je lisais ça l'autre jour. Et justement, lui, il a sa définition du MVP. Mais un MVP, c'est à la fois, c'est pas trop gros, c'est pas le produit avec toutes les fonctionnalités, mais c'est pas non plus un truc où tu peux rien faire et où il n'y a rien qui fonctionne dedans, quoi. Et parfois, les gens, ils ont du mal, moi-même, j'ai pas une expérience immense là-dedans, mais pas de trouver la frontière, en fait, de dire, ouais, est-ce que mon produit il est prêt, est-ce que c'est un MVP ou est-ce que c'est juste une bêta, voire une alpha. Mais les deux vont ensemble, en fait. Le MVP, c'est la première étape. D'ailleurs, il en parle dans le bouquin, si je ne me trompe pas. Et ensuite, de cette base-là, tu fais grossir. Donc, tout dépend de ce que tu appelles un MVP. Ok. Et pour conclure, j'ai lu aussi dans ton blog, encore une fois, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, les gens imagent un gros hacker avec quelqu'un qui va faire juste du scrapping sur LinkedIn. Et tu as noté, j'ai testé moi-même la prospection LinkedIn, les résultats sont juste
au-dessus de tous les autres canaux. Et il y a quelques jours, j'ai mis un post sur LinkedIn concernant Wallaxy et Prospecting. Et tu m'as répondu, Prospecting n'est plus maintenu, je suis déçu, je suis passé à l'Emlist. Et donc, ma question, c'est est-ce que tu continues la prospection LinkedIn? Et si oui, comment tu t'y prends? Alors oui, je continue. Donc déjà, ouais, pour situer, alors, je pense aussi que nous, on a la chance d'être dans un milieu qui n'a pas encore été trop spammé. C'est-à-dire aujourd'hui, tu fais ton métier, tu fais mon métier, tu travailles dans le web, et démarchage LinkedIn, c'est non-stop. Tu vois, les pubs, les mails, ouais, enfin, les mises en relation maintenant qu'on voit tous arriver à des kilomètres. Donc c'est vraiment non-stop. Et je pense qu'il y a une certaine lassitude. Alors que dans d'autres milieux, qui sont assez éloignés de ça, eux, ils n'ont jamais été spammés. Donc, si tu veux, moi, je suis dans un domaine où j'ai la chance presque que les gens, quand on les contacte comme ça, ils sont contents en fait qu'on s'intéresse à eux. Donc, j'ai des taux d'acceptation via Prospecting, puisque c'est l'outil que j'utilise, puisque quand on s'est décidé pour cet outil-là, on a pris un an d'engagement. Et dans Prospecting, on a les taux d'acceptation et de réponse au message doit être à 80% d'acceptation et 60% de réponse ou des trucs comme ça. Ah, c'est énorme. J'ai jamais vu C'est ça. énorme. Et ça, une fois que tu as payé l'outil Prospecting et que tu as mis tes quelques scénarios de base dedans, je veux dire, c'est quasiment gratuit. Enfin, c'est gratuit. C'est que du temps, quoi. C'est-à-dire, tu te crées des listes dans SendNav où tu as scrappé ou tu as machin, et tu envoies ça dedans et ça tourne en autopilote. Donc, à côté de ça, quand tu regardes tes résultats AdWords, tes CPL, tes CPA, tout ce que tu veux, c'est clair que LinkedIn, c'est plus rentable. Et à côté, donc, comme tu disais, j'utilise depuis assez récemment d'ailleurs l'Emlist pour l'email outbound. Mais avant, on faisait sur d'autres outils qui étaient moins performants, mais on faisait quand même. Mais tu as des taux qui sont, alors c'est pareil, c'est super facile à utiliser et tout, mais tu n'as pas des aussi bons résultats, quoi, même si tu arrives à avoir des bons résultats. Donc ça, tu vois, c'est un truc, là, c'est plus pour mes confrères du milieu SEO qui sont réticents au gros hacking et qui vont parfois râler parce qu'ils se sont fait démarcher justement pour la demande de backlink et ce genre de choses. Et voilà, moi, j'ai testé. Alors, on peut toujours se poser la question de est-ce qu'il faut faire n'importe quoi pourvu que ça marche, etc. Mais dans tous les cas, c'est quand tu vois comment ça marche, c'est normal que les gens les utilisent. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Pour Prospecting, en fait, nous, il se trouve, on a signé un abonnement entreprise annuel juste un mois avant qu'ils sortent Wallaxy. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'ils ont mis, est-ce que je comprends, hein, la force de dev, de service sur Wallaxy, mais plus sur Prospecting où parfois tu as quand même des galères dans l'outil et que tu as du mal à résoudre. Alors, ils ont sorti là, récemment, la migration de compte vers Wallaxy. Donc, normalement, en un clic, ça te bascule toutes tes campagnes et ton abonnement en licence sur Wallaxy. Alors, c'est intéressant. Et tu vois, je check en live. Mais non, faudrait que je regarde et que je regarde d'un niveau. Donc, en fait, il faut que tu ailles, tu vas sur Wallaxy et en bas, je te dis, je l'ai fait en fait. La seule chose que moi, je ne sais pas, c'est que je n'avais pas un abonnement annuel. Donc, moi, ça m'arrive, mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Il y a un bouton, je ne sais plus où, et ça te propose de récupérer en bas. Tu vois, tu arrives sur l'app Wallaxy, tu as un bouton utilisateur prospecting, transférer, tu cliques, tu transfères tes données et tu bascules ta licence. Je vais regarder ça. Et sachant qu'aujourd'hui, Prospecting, tu vois, nous, on a trois outils qu'on utilise beaucoup. Pas quatre, parce que je ne compte même pas, c'est le navigateur. Aujourd'hui, c'est sans doute la base. Mais donc, c'est Prospecting, Drop Contact pour tout l'enrichissement et un petit truc qui s'appelle Leadjet, puisque donc, nous, on est sur HubSpot et qui permet aux sales en un clic d'ajouter ou d'updater les contacts directement depuis LinkedIn dans HubSpot et ça fonctionne hyper bien. Donc voilà, donc ça reste quand même les produits. Du coup, Prospecting intègre Drop Contact. Ouais, Leadjet aussi. Ouais. Okay. Ils sont partout Drop Contact. Ok, et Wallaxy, du coup, intègre l'envoi d'email. Donc, a priori, le flow dont tu me parles, tu devrais pouvoir le faire avec uniquement Wallaxy. Alors, moi, j'adore l'Emlist. J'adore l'Emlist. Mais du coup, dans Wallaxy, alors moi, je ne l'ai pas testé sur les emails parce que moi, je ne suis pas fan des emails générés par Drop Contact.
Moi, j'ai une autre méthode qui me fait récupérer l'email perso du compte LinkedIn, en fait, et je préfère. Et du coup, je les contacte sur la liste. Mais dans Prospecting, tu peux créer un scénario où tu vas pouvoir euh, faire la demande de connexion, récupérer l'email, enrichir avec Drop Contact et balancer un email directement ou une séquence email directement dans Wallaxy. Donc, c'est pas mal. Ouais, je vais te faire la seule réponse qui vaille, c'est je vais tester. De toute façon, il faut tout tester et tout évolue hyper vite. Et ouais, c'est vrai que derrière tout ça, en fait, moi, le genre de scénario que tu dis, je fais ça avec un outil qui s'appelle Nodémation. Ça s'écrit N8N et qui me permet de faire des workflows. Par exemple, moi, toutes les adresses qui arrivent de Drop Contact, je les passe via API, mais je les passe dans Neverbounce, en fait, pour vérifier que ce soit des adresses valides aux yeux de Neverbounce. Ce qui fait que j'ai dans mon lem list, on voit normalement que des adresses qui sont valides. Donc j'ai peu de Du coup, tu vois, moi, c'est un point qui me déçoit parce que Drop Contact, il est censé déjà checker les bounces. Et moi, c'est pareil. Du coup, je vois des bounces qui ne devraient pas être là. Du coup, ça fausse les stats. Moi, je le fais avec Zapier, N8N. Je n'ai jamais utilisé, mais apparemment, c'est ultra puissant. Ça demande peut-être un peu plus de technique, N8N, non? En fait, c'est toujours compliqué parce que la technique, c'est comme tout. Et dans le métier, quand tu fais, toi, ça te paraît simple et tu sais jamais le niveau des autres. Moi, ça me paraît pas hyper compliqué puisque justement, tu as une interface graphique. En fait, en gros, on pourrait résumer ça à un Zapier où tu mets des branches. C'est-à-dire, tu peux mettre des si, donc avoir des conditions. Tu peux merger des datas et tout ça plus facilement. C'est sans doute plus proche. Alors, je n'ai jamais essayé, mais j'entends souvent ce mot-là d'Intergromat. Donc voilà. Et la seule complexité que tu peux avoir, moi, j'ai tapé des lignes de Docker en faisant copier-coller sur mon ordi, mais c'est quand tu veux le mettre en ligne. Et, moi, j'ai la chance d'avoir un DevOps au boulot et il m'a installé ça. Mais aujourd'hui, c'est en ligne. C'est vrai que ça tourne tout seul. Là, j'ai Non, parce que N8N, ils hébergent pas si, le mais il faut que floor, tu le payes. workflow. Si, mais Ouais. il faut que tu payes. Mais par contre, tu peux l'avoir en 100% gratuit en Ah ouais. hébergeant toi-même. C'est de l'open source. Donc, d'où intérêt. Et moi, alors, je suis pas le plus grand expert de ce logiciel. Il y en a qui font des trucs de fou avec, mais ça fait des années que j'utilise quelque chose qui s'appelle Zenoposter, et sans doute un des ancêtres, sans le savoir, des outils du no-code et tout que tu vois aujourd'hui, qui te permet, c'est un crawler headless en fait, avec une interface visuelle, qui te permet d'automatiser tout ce que tu fais dans un navigateur. Et N8N, c'est vraiment quelque chose qui est très proche de ça, quoi. Et donc, du coup, ouais, typiquement, un petit workflow que j'avais déjà vu et qui est assez basique qu'on a. Et si on a Albacross là, qui capte le trafic professionnel sur notre site. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle entreprise qui visite, si elle a des contacts dans les job posts que je recherche, donc de l'enviro, de sustainable et tous les mots-clés qui vont avec, il envoie dans N8N le contact avec son email. Ça passe par Neverbounce pour vérifier que l'email est valide. Et s'il est valide, ça l'envoie dans les listes, dans une campagne qui est dédiée en fonction de la segmentation et tu as des emails qui partent. Mais ouais, non, Donc, si je comprends bien, pour résumer ton workflow, parce que ça m'intéresse, Albacross, il récupère en fonction de l'IP qui a visité le site votre site internet, il chope le nom de la entreprise, compagnie. ouais. En fonction du nom de la boîte, tu fais quoi? Tu récupères des contacts de LinkedIn grâce à Drop Contact tout de suite? Non, non, pour le moment, en fait, sur la phase de test, on utilise Albacross, il te fournit des contacts. En fait, en gros, tu lui donnes Ok. une liste de mots-clés, tu dis que tu veux absolument un contact, un email, et lui, si il y a un des mots-clés qui pop, comment, je ne sais pas, mais il te l'envoie. Donc, en gros, il t'envoie et la compagnie et le contact avec. Enfin, moi, c'est ce que j'ai choisi. Il peut Ok. t'envoyer que la compagnie. Si tu veux. Donc, derrière, Neverbounce pour vérifier que l'email est valide. Et si l'email est valide, donc soit en mode catch-all ou en mode valide tout court, là, ça l'envoie dans la campagne dédiée sur les listes. Après, tu vois, tu fais une segmentation dans Albacross pour les entreprises du shipping, les entreprises de l'environ, enfin, ta segmentation à toi, peu importe où tu bosses, et tu envoies ça dans les listes, dans la bonne campagne. Il me semble, enfin, je suis quasi sûr, c'est Vladimir Delcro qui a fait une présentation de ça, tu dois pouvoir retrouver, j'essaie de te retrouver. Et Et lui, du il a coup, fait tu ça de as beaucoup manière de matchs? Ouais, ouais, ça. Voilà, tu vois, ces campagnes, elles démarrent, mais il y a des rendez-vous, c'est pour prendre des rendez-vous de démo, et on a 10% de rendez-vous de démo ou un truc comme ça, quoi. Et c'est des séquences.
Ouais, c'est chouette ça. Il y a un autre outil, mais je ne connais pas le nom. Mais si je peux le chercher et te le donner. En fait, ça utilise le même système qu'Albacross sur la partie en fonction de l'IP. On trouve la boîte, sauf que eux, en fait, en fonction de l'industrie, ça va changer le content de la page. C'est pas GetQuanti. Comment ça s'appelle? GetQuanti. C'est ça. Ouais, alors en fait, on aurait pu bosser avec eux, mais alors nous, comme je te disais au début, on est vraiment sur une problématique, le monde entier. Et donc, il faut qu'ils aient des grosses bases de données. Et GetQuanti, pour le moment, c'était plutôt orienté français, en tout cas au moment où j'ai fait les démarches. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est allé vers Albacross. Et sinon, on a un autre qui est Pleurbit, qui est sans doute le leader du marché, mais qui est extrêmement cher. Donc, tu vois, on a mis la pièce au milieu. Ok, dommage, je t'ai pas appris un super truc. Non, mais je pense que c'est un bon outil à tester. On avait hésité. Écoute, Sylvain, j'en ai fini avec mes questions. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose ou une question que tu aurais peut-être voulu que je te pose? Voilà, comme ça, non, on a fait un peu le tour. C'était en mode discussion. Non, rien de particulier. Peut-être sur le côté, je sais que c'est un sujet qui n'est pas mal discuté actuellement, tu vois, sur la double compétence dev marketing ou marketing dev. C'est ça que je n'ai pas dit, moi, il y a très longtemps, en fait. J'avais fait un IUT informatique. Et aujourd'hui, alors moi, je dis toujours, je ne suis pas développeur. Parce que je ne veux surtout pas passer mes journées à développer, mais j'ai bidouillé en Python, en JavaScript et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devient, même s'il y a beaucoup de no-code et tout ça, ou de low-code, quand même, quand tu as cette double compétence marketing dev, et surtout pour les devs qui s'intéressent au marketing, ça t'ouvre énormément de portes. Tu peux me dire quand est-ce que la dernière fois que tu as dû mettre les mains dans du Python pour faire quelque chose que tu n'aurais pas pu faire sans ces connaissances? À mon avis, c'était ce matin. Ce matin, oui, après, tu vois, mais je suis tous les jours dedans. Je crée mes petites API moi-même, je fais des petits microservices où je travaille avec les API, des outils typiquement comme Google, comme ce genre de choses, quoi. Donc, c'est Search Console, Analytics, c'est pour croiser un petit peu beaucoup d'analyses et de croisement de données, quoi. Il y a des trucs sans prétention, il y a beaucoup de monde. En fait, moi, c'est ce que j'essaye de maintenir, c'est d'être assez bon en code pour récupérer le code des autres et l'adapter à ma sauce. Donc, ça assez vite, mais sans trop me focus là-dessus, parce que le code, il n'y a pas de secret. Tu peux devenir bon que d'une seule manière, c'est en faisant à très haute dose. Et je n'ai ni l'envie ni le temps. Donc, tu vois, trouver le bon juste milieu entre savoir se débrouiller tout seul, sans faire chier les devs, machin ou quoi en interne, et non plus pas être dev à 100%. Ceux qui arrivent à faire les deux, bravo à eux. Moi, c'est pas le cas. Parce qu'après, en fait, des fois, c'est le côté qui est un peu triste. Tu fais des trucs, tu galères pendant un jour ou deux, et puis tu vas avoir un vrai dev, tu lui demandes, et lui, il résout en 5 minutes ce que tu as galéré. Il faut rester humble. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce temps. Je te remercie beaucoup. Allez, bonne journée. Ciao. À plus. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Gross. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir. Et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le Gross. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le Gross, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews Gross.